Bonjour, merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis Rebecca Zantir, responsable de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting, MSC, et c'est moi qui suis en charge de lancer les festivités. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder la vaste question de l'expérience client dans les services financiers digitaux. En effet, c'est une question dont on parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par expérience client et comment les entreprises doivent-elles la prendre en compte dans leur stratégie? Donc, voici les points qu'on abordera au long de cette présentation, notamment. Avant de commencer, quelques petits points logistiques pour ceux qui ne sauraient pas comment se passent nos webinaires. Donc, tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous nous entendez bien, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui doit se situer à droite de votre écran. Vous pourrez utiliser d'ailleurs cette boîte à questions pour poser vos questions tout au long de la présentation et de l'échange et nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, je précise que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain et dans vos boîtes mail, dans le mail que nous vous enverrons à la suite de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, notre webinaire sera présenté par Achille Téfon, qui est manager au bureau régional de MSC pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et à ses côtés, nous avons la joie d'accueillir 3 panélistes. Madame Maïmouna Sen, qui est consultante indépendante spécialiste de la question de l'expérience client. Monsieur Alain Nono, directeur général des services financiers mobiles pour MTN Cameroun. Et enfin, Yann Akindele, qui est directeur général de l'ACEP Cameroun. Donc, ils prendront part à une discussion interactive, ils partageront avec nous leur expérience et leur vision. Mais avant ça, permettez-moi de vous dire quelques mots sur MSC. Je vois certains d'entre vous qui ont participé à nos webinaires précédents, mais quelques mots très rapides pour les autres. MSC, c'est une société de conseil internationale qui est spécialisée vraiment en inclusion financière, économique et sociale. Donc, nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe, lui, à Dakar. La révolution digitale, c'est vraiment notre combat depuis ses débuts. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acteurs différents, tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, à travers majoritairement l'Afrique et l'Asie, pour réaliser des améliorations durables et essayer tous ensemble d'assurer un meilleur impact. Alors, on offre des conseils stratégiques et opérationnels et on aide à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui, eux, sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde de nos clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Cette expérience, certains d'entre vous y ont peut-être déjà participé, mais cette expérience, nous la partageons également à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. Donc, c'est vrai, je le dis souvent, hors période Covid, nous offrons des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques quand nous avons la joie d'être tous réunis en présentiel, et ceci principalement à Dakar et à Abidjan. Nous offrons aussi des formations en ligne qui, elles, bénéficient d'une accréditation de l'Université du Québec. Et depuis la pandémie, nous avons déployé nos offres de formation en ligne pour faire face à la situation. La toute dernière, vous l'avez peut-être vu, la toute dernière que nous avons lancée et qui est disponible étant celle sur l'entrepreneuriat. Je finirai par dire un petit mot sur notre dernière plateforme que nous avons lancée récemment, qui est le Hub de la finance digitale. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hub de la finance digitale? C'est un site web qui est 100% francophone et qui fédère du contenu diversifié, tel que des articles, des infographies,
Vous trouverez aussi des vidéos, des podcasts ou du matériel de formation. Tout ça autour de la finance digitale. L'idée, c'est véritablement de fédérer les acteurs du secteur et les contenus pour voir ensemble comment on peut créer des partenariats, créer des ponts entre les acteurs et avoir un petit peu plus d'impact. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. N'hésitez pas à vous y inscrire. Elle a vraiment l'ambition de tous nous rassembler et voir comment nous pouvons avancer ensemble. Il faut vous l'approprier, cette plateforme, car c'est vraiment la vôtre. Je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me contacter. Mais pour l'heure, je passe le flambeau à Achille. Achille, je t'en prie. Merci Rebecca pour cette présentation de MSC, Microsoft Consulting, ainsi que des activités que nous menons à travers le monde, l'Afrique, l'Asie principalement. Donc bonjour à tous les participants et aux panélistes. Je souhaite débuter mes propos par deux petites anecdotes. Vous savez, j'ai une collègue qui est très avancée sur le plan intellectuel et le plan social, mais qui chaque fois me dit, Achille, écoute, quand je veux aller rencontrer ma gestionnaire de compte à la banque, je dois faire une prière la veille. Donc, une prière. La deuxième anecdote est celle justement d'un jeune entrepreneur que j'ai rencontré à Yaoundé, la capitale du Cameroun, un entrepreneur dans le secteur agricole, et qui me dit, grand frère, moi je ne peux pas laisser plus de 50 000 francs dans mon compte Mobile Money parce que je sais que si j'ai un problème, je ne pourrai pas récupérer mon argent. Il s'agit là clairement d'une problématique d'expérience que vivent chacun de ses clients d'institutions financières. Alors, la pandémie à COVID-19 a profondément impacté les modes de consommation des individus à travers le monde, mais également l'expérience client pour plusieurs institutions. Dans un environnement économique toujours plus complexe et concurrentiel, se différencier de ses concurrents et aller au-delà de la simple réponse aux attentes essentielles devient primordial. D'ailleurs, dans les services financiers, les attentes des consommateurs sur l'expérience d'achat sont très grandes, que ce soit sur la rapidité et la facilité transactionnelle ou encore l'accessibilité pour pouvoir faciliter la décision ou du processus de décision à l'achat. L'expérience client paraît ainsi être un levier, n'est-ce pas, pour s'assurer d'une certaine stabilité de revenus en gagnant, n'est-ce pas, la fidélité de ses clients, mais aussi en rassurant les prospects pour leur achat futur. Donc, la loyauté des clients n'a pas de prix. Alors, lors des recherches précédentes de MicroSave, nous avons souvent constaté qu'une question fondamentale revenait. Comment suis-je traité par le personnel des institutions et apparaissait être au centre de la décision de choix d'un fournisseur de services financiers, de l'adoption ou de l'utilisation justement de ces services. L'expérience client doit vivre et les clients dépendent justement d'un large éventail de variables. Alors, en termes justement d'éventail de variables par rapport à l'expérience client, on peut mettre en avant quelques-uns, à savoir la culture de la centralité du client par rapport à cette institution financière-là, qui intègre une parfaite connaissance de l'ensemble de ses clients. Un autre élément, ce sont les employés de l'institution. On ne saurait pas le dire assez, mais pour l'implémentation d'une expérience client gagnante, le rôle des employés doit toujours être primordial. On peut citer également la gamme de produits et services proposés, le système et l'environnement de la prestation, aussi bien que les modes de communication et la technologie. Donc, pour se pencher peut-être sur quelques statistiques, selon le célèbre magazine Forbes et le cabinet de recherche de Factor Research,
entre 55 et 86% des clients, tous secteurs confondus, bien évidemment, sont prêts à payer plus cher pour vivre une meilleure expérience. Il me souvient également que un des rapports publiés par un cabinet que je vais nommer KPMG, que nous devons certainement connaître, en 2016, sur la satisfaction des clients par rapport aux services financiers en Afrique, le Cameroun était présenté, disons, parmi les pays ayant un taux d'insatisfaction client le plus élevé, donc sur les 18 pays d'études, soit environ 27% des clients interrogés affirmaient être prêts à changer en fait d'institution financière, contre seulement 12% pour le Sénégal et 17% pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est des pays à économie comparable. Donc, maximiser en fait la satisfaction client grâce à une focalisation sur le parcours client, ça va être le Graal de succès et devrait permettre en principe à l'institution financière, selon McKinsey, d'accroître la satisfaction client de 20% en augmentant le revenu de cette institution jusqu'à 15%, tout en réduisant les coûts de l'institution de 20%. Faudrait-il encore rappeler qu'un consommateur satisfait et loyal est 5 fois plus enclin à racheter le produit proposé ou le service, est 5 fois plus enclin à pardonner d'éventuelles fautes ou malentendus, est 7 fois plus enclin à tester de nouveaux produits et services lancés par l'institution, et bien, est 4 fois plus enclin à recommander le produit. C'est dire en fait que l'expérience client est un engagement que toute l'institution doit porter pour que ce soit une initiative concertée et réussie. Lorsqu'elle est prioritaire au sein d'une institution, une expérience client efficace peut générer des clients fidèles et satisfaits qui reviennent régulièrement. Mais au contraire, lorsqu'elle n'est pas mise en avant, lorsque le client n'est pas considéré comme un acteur clé de l'institution, eh bien celle-ci risque gros, voire la cessation d'activité, encore plus dans le contexte actuel. Donc, Microsoft ayant fait ce constat et travaillant de bout en bout sur les problématiques d'optimisation d'expérience client et de centralité client dans les offres de produits et services financiers, a souhaité réunir autour de la table des acteurs clés de l'écosystème pour en parler. Je voudrais d'ailleurs profiter pour inviter l'ensemble des participants à visiter notre site www.microsafe.net/fr pour apprendre davantage sur nos travaux concernant l'expérience client. Mais pour l'heure, je vais revenir à ce qui nous concerne. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel Madame Maïmouna Sen, qui est consultante indépendante, experte en expérience client. Bonjour Maïmouna. Bonjour Achille, bonjour à tous nos participants. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. C'est un plaisir pour moi d'être arrivé. Très bien. On vous voit et on vous entend. Ah, super. Pour accompagner Madame Maïmouna Sen, nous avons le plaisir également de recevoir Monsieur Alain Nono, qui est le directeur général de MTN pour les services financiers mobiles au Cameroun. Monsieur Alain Nono, bonjour. Bonjour Achille et bonjour à tous les participants. C'est un plaisir et un honneur de partager avec vous sur l'expérience client. Merci. Nous sommes très honorés également. Et pour terminer, nous avons le plaisir d'accueillir M. Yann Akindele, qui lui est directeur général de la microfinance ACEP au Cameroun. M. Yann Akindele, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alain, bonjour Maïmouna, bonjour Achille et bonjour à tous les participants. C'est un plaisir pour moi de partager ma petite expérience avec vous et j'espère qu'au sortir de ce webinaire, j'aurai appris aussi énormément de choses de la part de nos participants et de vous. Merci de nous avoir donné cette opportunité, M. Akindele. Alors, nous sommes au mois de la femme, à tous ayant tout honneur.
je vais peut-être aller sur la première question qui certainement brûle aux lèvres de tous nos participants. D'entrée de jeu, il faudrait qu'on soit aligné. Je vais me tourner vers Maïmouna. Alors, Maïmouna, dites-nous, comment définiriez-vous l'expérience client? Alors, l'expérience client, quand on parle d'expérience, on parle de quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on a ressenti. L'expérience client, c'est l'ensemble des perceptions, des vécus et des ressentis des clients vis-à-vis d'une entreprise, d'un service ou d'un produit auquel ils auraient été, on va dire, en relation. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une dimension de vécu du point de vue du client. Très bien. Et aujourd'hui, en termes d'expérience client, est-ce que, Monsieur Alain, est-ce que vous avez une définition qui serait différente ou qui se rapprocherait de cette définition que nous a apportée Maïmouna? Je pense qu'on est près de ce que Maïmouna a dit. Hein. Le vécu passe également par l'interaction que le client va avoir avec les différents acteurs de la chaîne, que ce soit sur un touchpoint qu'on a comme un device ou que ce soit dans un point de distribution. L'expérience client englobe donc dans le vécu cet aspect interactif-là et sinon on est très proche de la définition. Merci. D'accord, très bien. Est-ce que, Monsieur Akindele, vous voulez rajouter quelque chose? Oh, je pense qu'en ce qui me concerne, nos deux panélistes ont déjà abordé la question, mais ce qui sera aussi important de préciser, c'est qu'en parlant d'expérience, elle peut être très brève, elle peut être étendue sur le temps. Donc, l'expérience client ne doit pas, dans notre jargon, se limiter à un aspect durable sur le temps. Nous pouvons avoir une expérience client qui peut être très brève, qui peut aller de 30 secondes à 10 minutes, à 5 minutes, qui peut être une expérience qui soit très enrichissante, qui peut à partir de là construire une relation plus durable sur le temps. Donc, dans nos réflexions, quand on parle d'expérience client, il ne faut pas forcément se limiter sur la question du temps pour dire qu'avec le temps, on pourra améliorer l'expérience client. L'expérience client, dès le contact, peut être une priorité. C'est juste ce que je voulais aborder. Sinon, je rejoins parfaitement les définitions qu'ont apportées Maïmouna et Alain. Très bien. Merci. Je vous laisse la parole toujours, Monsieur Akindele. Alors, aujourd'hui, avec l'avènement de la pandémie que nous avons tous connue l'année passée, quel changement a subi le parcours client, hein, parce que quand on parle de l'expérience client, vous l'avez tous évoqué, l'ensemble des contacts qu'un client pourrait avoir avec une institution. Quel changement a subi le parcours client classique de votre institution au cours de l'année 2020? D'accord, merci Achille. C'est une expérience pour nous aussi, institution, qui est une expérience très intéressante parce que sauf si je me trompe, mais aucune institution n'aurait pu prévoir un tel choc avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie. Donc, il fallait se réadapter, se réajuster et pouvoir travailler. Et j'espère que Alain et Maïmouna ont vécu quasiment les mêmes choses que nous. Donc, nous déjà, en tant qu'institution de microfinance, qui est distributeur de services financiers, l'aisance même de notre métier est la proximité avec les clients. Et quand on parle de proximité, déjà, il faut aussi définir quelle est notre cible. Il faut segmenter notre cible. Nous avons une cible qui est l'une des plus vulnérables, qui sont généralement le secteur informel, qui vivent au jour le jour, qui ont besoin de contact physique humain et d'approche pour pouvoir se sentir bien. C'est des personnes qui sont souvent en quête d'émotions fortes, en quête de reconnaissance dans leur manière d'être, pas que pour ce qu'on leur offre. Donc, nous avons classifié notre activité. Pour pouvoir être proche des clients, nous devons avoir des agences qui sont propres, très proches des clients, qui soient vastes pour accueillir le maximum de personnes et avoir des équipes commerciaux qui sont sur le terrain pour pouvoir aller en contact aussi direct avec les clients. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant la COVID-19 sur l'année 2020, nous avons eu beaucoup de difficultés avec les restrictions annoncées par les pays, les gouvernements. Je pense qu'Alain au Cameroun,
On a limité les déplacements, il fallait le port des masques, il fallait utiliser des gels hydroalcooliques pour protéger aussi bien nos clients que nos collaborateurs. Dans un premier, il fallait travailler donc sur 2 axes principaux. Le premier axe, c'était déjà de désengorger les agences et de limiter l'accès dans nos agences par les clients. Parce qu'effectivement, généralement, nous avons des agences qui sont bondées, qui sont où tout le monde est là sans masque. Donc, il fallait trouver le moyen de basculer un petit peu vers le désengorgement des agences. Ça a été une chose qui est très compliquée. Deuxièmement, il fallait limiter les déplacements de nos commerciaux vers les clients. Limiter les domiciles, limiter les visites dans les activités. Pour certaines activités, c'était fermé même. Donc, il fallait s'adapter, il fallait travailler autrement. C'est un choc que nous avons vécu avec beaucoup de difficultés parce que, comme je vous le dis, l'élément principal aussi que nous prenons en compte, c'est la nature de nos clients. Généralement, le secteur informel, pas des personnes qui ont toujours accès à Internet, pas des personnes qui ont accès à tous les canaux digitaux classiques, à savoir Facebook, tout ça. Donc, il fallait trouver le moyen d'être beaucoup plus proche d'eux sans pour autant être présent. Donc, la première chose que nous avons fait, un exemple de solution que nous avons apporté, c'est que nous avons un call center qui existait déjà, mais qui était plus destiné à ce que les clients nous appellent pour leur faire part de leurs craintes, leur mécontentement ou de leur ressenti. Donc, nous avons travaillé dans le sens inverse. Nous avons utilisé en priorité ce call center pour appeler la quasi-totalité de nos clients tous les jours pour nous enquérir de leur état de santé, pour essayer d'entrer en contact avec eux, essayer d'évaluer aussi, de comprendre leurs besoins et quelles sont leurs difficultés dans cette période de Covid. Je pense que, en gros, ça a été le plus gros changement qui a été fait. Derrière, on a découlé d'autres, mais je pense qu'on peut se limiter déjà sur ce changement-là. Et après, au cours de nos échanges, nos débats, nous aborderons d'autres questions qui ont effectivement dû ressortir le besoin à ACEP Cameroun, je le dis bien, il faut être honnête, de repenser son modèle de fonctionnement. Très bien. Alors, ça tombe bien que vous ayez chuté sur ce thème repenser. Maintenant, je vais peut-être poser la même question à M. Nono par rapport justement au changement qui serait opéré relativement au parcours client au cours de l'année 2020. Comment est-ce que vous avez vu la chose se passer l'année passée? Comment est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous avez essayé justement d'adresser cette problématique-là? Oui, merci Achille. Faut dire qu'effectivement, le COVID-19 a bousculé les habitudes, hein, aussi bien au niveau des clients qu'au niveau des entreprises. L'avantage que MTN Cameroun avait, c'est que nous étions déjà engagés sur un voyage vers la digitalisation dans notre stratégie globale. Donc, la pandémie a simplement accéléré cette digitalisation-là. Et je voudrais peut-être présenter deux principaux aspects de cette accélération. Donc, d'un côté, les produits et services que nous fournissons. Vous savez, le mobile money est un produit qui s'est révélé relativement important pour pouvoir adresser la question des mesures barrières. On a tous des questions par rapport au vecteur potentiel que constitue le cash. Et donc, on a directement adapté nos promotions provisoires sur une facilitation des transactions, hein, permettant aux clients de faire des transferts gratuitement, de faire des paiements de ce qu'on appelle les utilities, hein, l'électricité, la télé, gratuitement. Et donc, l'idée était ici vraiment de pouvoir faciliter dans un but d'abord de préserver la santé de nos clients, faciliter les opérations à distance. D'un point de vue support, il y a eu également des habitudes qui ont été bousculées parce que vous savez, on avait déjà des plateformes de support digital, hein, notamment les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram et les autres. Mais ces plateformes, on a renforcé les capacités humaines sur ces plateformes pour pouvoir servir une clientèle plus importante dans les points physiques.
nous avons opté pour ne pas fermer nos points physiques, tout simplement parce que la quantité de personnes qui auraient eu des difficultés d'accès aux services de base aurait été trop importante. Donc, l'impact aurait été quand même encore plus important. Donc, on a plutôt choisi de renforcer la sécurité des points physiques en implémentant les mesures barrières comme dans tout ce qu'on a comme touchpoint habituel. Cela a bien sûr été une adaptation de nos équipes support à plus de contraintes comme partout ailleurs. Voilà. Donc, en gros... Très bien. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez renforcé la sécurité. J'ai un peu tiqué, je me suis dit, ah, de quelle sécurité monsieur nous parle? Est-ce que c'est la sécurité à l'entrée avec les vigiles? Mais après, vous avez précisé qu'il s'agissait justement de renforcer les mesures barrières pour permettre d'être au contact avec notre clientèle tout en apportant le service qu'ils viennent rechercher. Alors, maintenant, je vais me tourner vers Maïmouna. Quelles sont pour vous les priorités en matière de redéfinition de l'expérience client au sein des institutions d'établissements financiers et quels sont les principaux indicateurs de performance à considérer? Alors, quand on parle d'expérience client, on parle de parcours client déjà. Donc, la première des choses à prioriser quand on veut se lancer dans une stratégie d'expérience client, c'est de comprendre en fait les besoins réels des clients, pourquoi ils font les choses, comment ils les font et quelles sont leurs réelles attentes. Donc, la première des choses, c'est vraiment de cartographier au plus près de la réalité les parcours des clients en termes d'usage surtout. Parce qu'on a l'habitude, en fait, dans nos entreprises traditionnelles, de segmenter les clients par rapport à la taille, à des critères socio-géologiques, etc. C'est cette fois-ci les cartographier par usage. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui va au cinéma, on peut se dire, bon, ben, écoutez, il y a des personnes qui sont plus orientées films d'action, comédie, etc., etc. Alors que quand on s'intéresse aux usages des potentiels clients, on se rend compte qu'un même client peut être plusieurs clients à la fois dans la même peau. C'est-à-dire que si toi, Achille, en semaine, tu aimerais aller au cinéma, ça va être à la sortie du boulot. Ça peut être, tu vas aller avec ta compagne un soir. Ça peut être, tu vas aller le week-end avec tes enfants. Donc, un même client peut représenter plusieurs personas, si je peux dire ça comme ça, en termes d'usage. Alors que si on se limitait à la cartographie traditionnelle, on se serait dit, Achille, manager de telle tranche d'âge, avec tel revenu, il a besoin de consommer le cinéma une fois par semaine. Point. Quand on prend en compte la dimension personnalité, comportement du client, on se rend compte qu'on peut faire plusieurs choses à la fois, on peut lui proposer plusieurs choses, on peut comprendre les besoins à différents moments de sa vie ou de la journée ou de la semaine ou du mois. Donc, la première priorité, c'est la cartographie des parcours au plus près des besoins des clients. Ensuite, c'est d'évaluer son niveau de culture client dans l'entreprise. Parce qu'on aura beau élaborer une stratégie, si les personnes qui sont censées les mettre en œuvre ne sont pas au fait de cette stratégie-là et ne se l'approprient pas, on aura fait tout ce travail pour rien. Donc, vraiment comprendre ce qui marche, on va dire, à leur niveau. Comment est-ce qu'ils perçoivent leurs clients, comment est-ce qu'ils vivent les interactions de leur côté, parce que c'est aussi des clients, mais internes de l'entreprise, qu'il faut aussi considérer. Donc, généralement, on fait des cartographies de parcours clients, on fait des cartographies de parcours employés, on fait ce qu'on appelle des services blueprints qui permettent de savoir, pendant une interaction, par exemple, quand je vais à un guichet d'une banque, pour moi, je suis en attente, je remplis un formulaire en attendant, mais derrière, quand on fait le blueprint, on se rend compte que le conseiller, il faut qu'il clique sur telle interface, qu'il aille demander telle autorisation, etc., etc. Donc, ça nous permet de mettre en regard l'expérience qui est vécue le client avec l'expérience que vit l'employé et toute la couche de process qu'il y a derrière qui peut constituer une très grande lourdeur administrative pour les deux parties. Après, quand on veut mesurer, on va dire, les indicateurs clés qu'on utilise en expérience client, le premier qui est le plus connu, on va dire, qui est le NPS, le Net Promoter Score,
qui permet de répondre à la question « Recommanderiez-vous notre service? Recommanderiez-vous notre entreprise ?» Et on monitore en fonction des notes qu'on a reçues sur un échantillon de personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc ça, c'est le NPS. Ensuite, ce que moi je conseille surtout dans les administrations publiques et sur certains secteurs comme le service bancaire, c'est le Customer Effort Service. Donc, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'effort que le client met en place, en tout cas qu'il déploie, pour pouvoir avoir accès à un service qui peut être de base pour lui. Par exemple, s'il veut faire juste un retrait de 50 000 francs, ce que ça lui coûte comme effort, le temps d'attente, la distance déjà à parcourir pour aller à l'agence, le temps d'attente, les formulaires à remplir, les différentes autorisations, etc. etc. Donc, l'effort que ça lui permet, qu'il doit faire pour avoir accès à ce service-là et à comptabiliser. Et ça permet de voir si nous sommes pertinents quelque part sur l'expérience qu'on propose et si c'est vraiment simple d'accès pour les différents clients. Après, il y en a d'autres, il y a plein d'autres indicateurs comme le taux de rétention, le taux d'attrition, la durée moyenne de traitement, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, vous faites bien de l'évoquer également. Le parcours client doit se faire aussi bien pour le client que nous servons, mais aussi pour les clients internes de l'institution que sont les employés, parce qu'ils sont, je le disais d'entrée de jeu, chargés également d'implémenter. Alors, je vais me tourner vers Alain pour la même question, mais pour être beaucoup plus précis, c'est à leur niveau, au niveau de MTN, MFS Cameroun, comment est-ce que justement, quelles sont les priorités en matière justement de définition de l'expérience client et justement quels sont les indicateurs que vous utilisez de manière commune dans vos activités? Oui, merci Achille. Je crois que c'est important. Hein. Donc, ce que je vais donner ne concerne pas seulement les services financiers mobiles, mais d'une façon générale, les services MTN, hein, dont les services financiers mobiles sont des services qui ont subi bien évidemment une attention particulière en 2020 hein, pour les raisons évidentes que nous connaissons. Donc, nous avons, comme a dit Maïmouna, forcément le NPS. Bien sûr, on a également le INPS, hein, qui est la mesure interne. Et ce NPS-là, il est mesuré en permanence, à la fois en interne et par des partenaires neutres pour pouvoir corroborer nos mesures internes avec celles de ces partenaires-là. Et on va regarder des éléments comme la valeur, okay, la valeur du produit, hein, le value. On va regarder le network, la qualité du réseau. On va regarder la marque en tant que telle. On va regarder tout ce qui a trait à la facturation, au billing, et puis bien sûr tout ce qui a trait aux services financiers mobiles de façon spécifique. Donc voilà un petit peu cinq éléments bien précis sur lesquels la mesure va se faire en permanence. Et bon, on peut dire par exemple que la valeur sera beaucoup plus impactée par notre stratégie de pricing, par les promotions que nous faisons, etc., par les bonus que nous accordons quand c'est nécessaire, ou par les réactions tactiques aux changements sur le marché. Évidemment, le network, c'est évidemment la qualité de la connexion, la qualité des appels. Lorsque nous utilisons une application pour faire un paiement, est-ce qu'elle est stable? Est-ce que nous avons bien une réaction du réseau correcte par rapport à ce que nous attendons sur le service? Sur la marque, il est évident que quelque part, il y a une interaction entre ces différents KPI. Ils sont tous liés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre, mais notre stratégie de communication va bien sûr avoir une incidence sur la marque, notre approche segmentée de la communication également, et d'une façon générale, les services financiers seront très impactés par la fiabilité des transactions et surtout par le sentiment de sécurité que nous avons concernant ces services. Et c'est pour ça que vous êtes sans ignorer que du côté de MTN, on a vraiment mis un accent sur cet aspect-là. C'est pour ça que la certification GSMA que nous avons aujourd'hui nous permet quand même de garantir un certain nombre de critères sur l'expérience client. Le support, bien sûr, qu'on va donner aux clients par rapport au service va également jouer un rôle important. Donc, ça c'est pour les éléments du NPS. Okay? Maintenant, à côté de ça, vous avez bien sûr des sous-programmes que nous avons mis en place par rapport au programme général de l'expérience client. Hein. Vous avez
bien sûr, le sous-programme du NPS peut rationaliser. Mais vous avez également le voice of customer, c'est-à-dire qu'on va aller vers le client, on va utiliser toutes les couches managériales et même des employés pour s'adresser aux clients directement. Ça va du directeur général à tous les directeurs, à tous les employés qui vont s'adresser aux clients directement. On va avoir des verbatim, on va avoir un retour d'expérience, aussi bien en call center que sur les terrains, pas seulement dans les bureaux, pas seulement sur call center. Donc ça, c'est un second sous-programme à côté du NPS. Et puis le troisième qui est le High Value Journey, qui est vraiment un programme pour améliorer la qualité de l'expérience en termes de produits. C'est-à-dire que si j'ai une facilité à avoir accès aux produits ou pas, ça fait partie également de ces sous-programmes-là. Et bien sûr, tout ça va être mesuré sur nos touchpoints, que ce soit IVR, call center, touchpoints en ligne, les boutiques ou encore les réseaux sociaux. Est-ce que justement, ces différents indicateurs-là sont également mesurés au niveau des agents qui sont un peu dans la rue, des NTL, qui justement sont chargés à un certain moment de travailler sur la distribution de vos produits? Parce que ça, c'est un point, je pense, qui pourrait intéresser, la réponse à cette question, qui pourrait intéresser nos participants. Est-ce que ces justement indicateurs sont également mesurés à ce niveau-là? Juste en 2 mots. Oui, en 2 mots, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se limite pas aux appels. Bien sûr, les appels, que ce soit en interne ou bien que ce soit par le partenaire que nous souhaitons le plus neutre possible pour avoir une belle idée de comment on se comporte par rapport à l'environnement du marché, on ne se limite pas à ça. On va sur les terrains et on va au contact de ces agents-là. La mesure ici n'est pas une mesure exhaustive. Évidemment, on ne peut pas facilement mesurer l'ensemble de nos points de distribution, ils sont beaucoup trop nombreux, mais on va identifier des clusters où on pense avoir des difficultés et il y aura des descentes sur ces clusters-là pour aller au plus près du touchpoint qui est le point de distribution. Très bien. Maintenant, je vais peut-être me tourner vers M. Akindele. Yann, dites-nous, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce point? Sinon, ce que je veux savoir peut-être de votre côté, aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez que les institutions devraient se positionner, les institutions financières, bien évidemment, pour créer davantage de valeur pour leurs clients et les différentes parties prenantes? Ok, merci beaucoup Achille. Je voudrais dire d'abord que lorsqu'on parle aujourd'hui pour la question précédente, il faut bien identifier toutes les parties prenantes de la chaîne. C'est une sorte de sphère ensemble parce que nous devons nous concentrer sur le client qui est quelque chose de très important parce qu'au final, c'est la satisfaction de ce client-là qui est important. Mais derrière, effectivement, il faut tenir en compte de tous les éléments qui entrent dans la chaîne pour pouvoir satisfaire le client et les interagir. Effectivement, ce qui part de là, c'est d'abord de faire, à notre niveau, à ce qui a été important, c'est d'abord de faire une cartographie de toutes les difficultés que nous pouvons faire face. Dans un premier temps, la pandémie a eu l'avantage de se faire progressivement au niveau du Cameroun. On a d'abord senti les chocs ailleurs, puis venir progressivement au Cameroun. De la nature de nos clients qui, en gros, sont des exportateurs avec la Chine, avec la Turquie, ainsi de suite, Dubaï, qui ont vu les frontières fermées là-bas, s'étaient déjà retrouvés en difficulté avant que le Cameroun ne ferme ses frontières. Donc, déjà, il fallait réfléchir sur comment les clients se comportaient avant que les frontières ne soient fermées, comment les clients vont se comporter après que les frontières soient fermées en Chine et ainsi de suite au Cameroun. Donc, ça a été un travail qui a été fastidieux et dynamique que nous avons mis sur pied. Nous avons mis en place une cartographie, effectivement, des activités pour essayer de classifier les activités par leur nature, les services, les importations, le commerce et autres. Comment est-ce que ces clients réagissent? Effectivement, on a eu des échanges avec des clients. On s'est servi des réseaux sociaux pour atteindre quelques clients qui a été vraiment important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour aborder sur la question que
Achille, tu as posée, qui est une question qui est quand même assez essentielle parce que aujourd'hui, il faut comprendre que les institutions financières apportent des services financiers qui contribuent à l'épanouissement d'un client, qui leur permet de s'acheter des services qui contribuent à leur épanouissement. Donc aujourd'hui, dans une volonté d'analyser l'expérience client, il faut que nous soyons en mesure d'apporter une satisfaction aux besoins 360 du client. Ne pas se focaliser uniquement sur le besoin en termes de finances. Un client qui vient emprunter de l'argent pour faire son commerce, avec ses revenus, va s'acheter une télé, va envoyer ses enfants à l'école, va payer l'électricité, l'eau. Aujourd'hui, l'objectif, c'est comment impacter le quotidien du client, lui permettre d'avoir accès à différentes sortes de services sans pour autant se déplacer. Parce que c'est ça la vraie problématique. Avec l'avènement de la pandémie, il faut limiter les déplacements, il faut limiter les contacts. Donc, c'est de pouvoir apporter une solution virtuelle qui permet aujourd'hui à un client de pouvoir régler plusieurs attentes auxquelles il fait face. Je vous donne un petit exemple. Pendant la pandémie, j'ai eu la chance de d'aller en zone rurale malgré tout, bon, avec le cache-nez et toutes les mesures barrières qui s'imposaient. J'ai rencontré quelques clients qui nous disaient, mais moi aujourd'hui, j'ai une difficulté. Je ne peux plus me rendre au niveau de la ville voisine pour pouvoir acheter telle ou telle chose. Alors que, puisque l'État a demandé de limiter les transports interurbains, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, c'est un besoin qui est réel. C'est un besoin qui est réel. Aujourd'hui, c'est de réfléchir comment nous pouvons apporter une solution à ça. Le client qui me dit que je devais prendre le bus pour aller à 150 km pour aller régler ma facture d'électricité. Que chaque fois, il arrivait à avoir un prêt ou un découvert à ACEP qui lui permettait d'aller régler sa facture d'électricité. Aujourd'hui, la réflexion au niveau de notre institution, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons donner un découvert à un client pour que sa facture d'électricité soit réglée sans pour autant que ce dernier se déplace. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion doit être dans un sens où, et j'ai bien aimé ce que Maïmouna disait, qu'un client peut être une personne, peut être 10 clients. Et 10 clients, ça voudrait dire 10 besoins différents, 10 problématiques, 10 attentes. C'est aujourd'hui les vraies questions que nous nous posons. C'est pourquoi le travail que nous faisons aujourd'hui en interne, c'est de pouvoir travailler avec notre portefeuille et les clients avec lesquels nous rentrons en contact, de segmenter effectivement les clients par besoin. Et c'est là où c'est plus important, parce que nous avons souvent pour habitude de segmenter les clients par taille. Mais là, nous migrons vers une segmentation par besoin aujourd'hui. Et je pense que cela va un petit peu faire sourire M. Alain Nouno, parce que pour pouvoir travailler avec nos clients sans pour autant se déplacer vers eux ou qu'ils se déplacent vers nous, mais en maintenant le contact, on a dû faire appel aux plateformes, d'autres canaux de distribution, à savoir Orange, MTN, pour pouvoir nous permettre quand même d'accéder à la plus grande majorité de nos clients sans pour autant nous déplacer. Donc, en résumé, aujourd'hui, la problématique d'ACEP n'est plus de se positionner comme étant une institution financière ou un partenaire financier, mais c'est plutôt de travailler avec nos clients en toute collaboration au quotidien afin d'apporter une solution réelle à leur quotidien pour que lorsqu'un client, quel que soit le besoin qu'il a, ou bien quelle que soit son attente, que sa solution soit avant et avant tout ACEP Cameroun, plutôt que de penser à ACEP Cameroun quand on a besoin uniquement de trésorerie. Bien évidemment, on vous encourage dans cette lancée. L'analyse 360 des besoins d'un client est une chose à faire, et c'est aussi très bien qu'il y ait des partenariats
qui a été déjà noué avec différents opérateurs pour davantage satisfaire vos clients. Maintenant, sur la même question, Maïmouna, comment est-ce que justement vous pensez que ces institutions-là pourraient se positionner pour apporter davantage de valeur à ces clients qui, au quotidien, hein, parfois disent vraiment, si j'avais la possibilité d'aller voir ailleurs, certains disent, ah, moi je suis content, mais d'autres disent, si j'avais la possibilité d'aller voir ailleurs, je serais allé. Donc, comment est-ce que vous pensez que ces institutions devraient se positionner? En fait, il faut se rendre compte que les services financiers, tout ce qui est banque et institutions financières, a une relation particulière avec les êtres humains, les gens, parce qu'il y a la notion d'argent. L'argent a une dimension émotionnelle qui est différente d'un stylo, qui est différente d'une paire de chaussures, parce que c'est le fruit de l'effort des gens. Ils ont travaillé à la sueur de leur front et ils aimeraient pouvoir utiliser leur argent quand ils veulent, comme ils veulent et où ils veulent. Ce qui met, on va dire, un peu la pression sur les institutions financières parce qu'elles n'ont pas les mêmes prérogatives que n'importe quelle autre entreprise. Et ça nécessite un positionnement qui est particulier. Juste à aujourd'hui, on avait l'habitude d'avoir des institutions financières qui, limite, se positionnaient on va dire, de façon incontournable sur le marché. Venez déposer votre argent chez nous, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Parce que la réglementation le dit. Vous voulez toucher votre salaire, c'est en déposant votre argent dans notre compte. On est un historique dans nos livres de notre relation avec vous, etc., etc. Alors que la vision des clients, c'est mon argent, je le dépose où je veux. Si tu veux, tu me fais crédit. Si tu veux, tu ne me fais pas de crédit, mais c'est mon argent. Les règles qui sont édictées par les institutions de contrôle, la Banque centrale, entre autres, et d'autres organismes, obligent les institutions à avoir un fonctionnement qui n'est pas toujours compréhensible par les usagers lambda. Donc, le positionnement déjà qu'il faut avoir auprès des clients, c'est de communiquer déjà, être, on va dire, leur partenaire, pas leur partenaire pour les accompagner. Comme l'a dit Yann hein, tout à l'heure dans les projets de vie, il faut aller bien au-delà de ça. Parce qu'un partenaire qui vous accompagne dans les projets de vie, ça peut sembler être simple. Genre, vous êtes là et la personne vient vous expliquer ses problématiques et vous l'accompagnez. Mais c'est vraiment comme une relation amoureuse, si je peux dire ça comme ça, entre l'institution et le client lambda. Je suis à vos côtés, je vous écoute, je suis disponible. J'ai des agents qui viennent vers vous, certes. Il y a un historique dans nos livres, certes. Vous voulez régler vos frais de scolarité, les frais de scolarité de vos enfants, vos factures, très bien, c'est bien. Mais vous savez, la digitalisation, ça ne résout pas tous les problèmes. On peut digitaliser certains éléments d'un parcours client, mais les gens ont besoin d'être accompagnés et de savoir qu'ils ont forcément un plan B à côté. Je prends l'exemple de règlement des factures téléphoniques, des factures d'eau et d'électricité par des services financiers comme MTN, comme Orange Money en Côte d'Ivoire ou plein d'autres solutions. Il arrive des fois que les clients sont vraiment contents de pouvoir régler sans avoir à se déplacer à la compagnie d'électricité. Mais en face, quand ils ont un problème sur le règlement qui ne se voit pas, l'historique de leurs transactions ou savoir si leur paiement a été vraiment pris en compte, ils se confrontent à un mur. Ils se retrouvent à parcourir, aller entre la compagnie d'électricité et l'opérateur téléphonique qui se renvoie la balle, etc. Donc, dans les parcours, c'est vrai qu'on digitalise pour faciliter certaines choses aux clients, mais il faut toujours prévoir un backup, mais vraiment très, très proche des clients pour pouvoir répondre à ces solutions-là, à ces problèmes-là. Il y a pas mal d'institutions qui se sont lancées dans le chat à travers WhatsApp, par exemple, pour permettre à leurs usagers de pouvoir communiquer avec l'entreprise à n'importe quelle heure, mais exactement, c'est des chatbots, donc c'est des robots qui, des fois, ne sont pas suffisamment entraînés pour répondre à des questions pertinentes de clients en temps réel. Et ça, on se rend compte que ça génère de la réclamation, alors qu'à la base, on l'avait mis en place pour ne pas qu'il y ait de réclamation. Donc, on est partenaire, on digitalise, mais il ne faut jamais oublier qu'en digitalisant, il faut aussi mettre ce volet humain-là à côté. Ensuite, il y a l'empathie.
on a l'impression que des fois, mais c'est vrai que c'est une impression, hein, on a l'impression que dans les institutions financières, il n'y a pas assez d'empathie. On ne comprend pas ce qu'on vit, ce que le client vit. Il met 2 heures à attendre sous une bâche dehors que quelqu'un veuille bien le recevoir. Ils s'en foutent de nous, ils sont assis dans leur bureau climatisé. Ça ne leur dit rien qu'on attende. Il y a qu'un guichet qui fonctionne, etc., etc. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai dans la mesure où, du point de vue du client, effectivement, c'est très, très frustrant, hein, parce qu'aller dans une banque et attendre une journée entière, comme si on avait que ça à faire pour régler nos problèmes, c'est frustrant, aussi bien pour le client, mais c'est aussi frustrant pour l'entreprise, pour la banque, parce qu'ils ont en face des moyens qui peuvent être limités en termes de ressources humaines, en termes d'habilitation sur certains types d'opérations, en termes de couverture, parce que des fois, ils ont une agence, mais qui, pour des dizaines de milliers de clients, donc ils ne s'attendent pas forcément à avoir autant de clients d'un coup le même jour. Donc, ils ont des fois des problèmes pour gérer la notion d'attente. Donc, pouvoir mettre de l'empathie aussi bien du côté du client que du côté des institutions. Hein. Je ne vais pas faire la police de part et d'autre, mais il faut aussi de la compréhension de chacun des côtés. Alors, je pense, Maïmouna, que généralement, les clients, ils n'ont pas cette volonté, tu l'as souligné. Le client, quand il demande à une institution de gérer son argent, il dit c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce n'est pas un stylo, ce n'est pas un cahier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui est basé sur la confiance. Et il y a souvent une petite anecdote qui revient constamment en disant, nous, on vous fait confiance, mais vous n'avez même pas confiance en nous donnant des stylos pour écrire qui sont souvent accrochés, ouais, au sein des institutions financières. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Maintenant, je vais peut-être me tourner vers Alain pour savoir quels sont les obstacles à la mise en œuvre, justement, d'une stratégie d'expérience client quand on sait que, par exemple, pour élaborer une stratégie, il peut y avoir 4 piliers, le personnel, les processus, les données. Je pense que Maïmouna a parlé de ces heures de pointe qui permettent justement à l'institution financière de dire, ah, on a les heures de pointe chaque fois à telle heure, donc peut-être une stratégie donnée. Et sur les outils, quels sont justement les obstacles que vous avez eu à rencontrer, vous, à votre niveau, dans la mise en place, dans l'élaboration de votre stratégie expérience client? Oui, merci Achille. Disons que pour parler de ces obstacles-là, je vais peut-être donner quelques éléments des priorités qui nous ont intéressés sur la mise en œuvre de l'expérience client du côté de MTN. Hein. Donc, ici, on se focalise un peu sur les services financiers mobiles. Je crois qu'il y a quand même des éléments comme la sécurité des transactions qui est importante et capitale. L'ergonomie, hein, la facilité de l'utilisation, hein, ça c'est vraiment assez important. La rapidité de la transaction, hein, je crois que c'est quand même quelque chose qui parle aux clients. Lorsque vous devez faire un paiement, vous n'avez pas besoin que ça prenne 10 secondes hein, avant d'avoir une confirmation. Ça doit être entre ça de la seconde. La disponibilité du service, hein, bien évidemment, on peut avoir un bon service, mais s'il n'est pas disponible en permanence, c'est un souci en termes d'expérience client. Et puis, bien sûr, il y a la conformité qui peut sembler ne pas trop parler au client, mais qui est absolument fondamentale pour que l'activité soit pérenne. Et lorsqu'on regarde ces différents éléments que j'ai mentionnés, on va très vite se rendre compte que si je prends seulement l'aspect de la sécurité, par exemple, de la sécurisation des transactions, Maïmouna, je pense, a parlé tout à l'heure de l'expérience où quelqu'un qui a fait une transaction et elle n'est pas gainée complètement, il ne sait pas trop vers qui se tourner. On pourrait parler pour ceux qui ont leur compte et qui se font agresser par des hackers ou alors par des fraudeurs. Ça pose un problème. Vous-même, hein, Achille, vous avez dit dès le départ, à l'entame de cette conversation, que quelqu'un n'a pas trop envie de mettre plus de 50 000 francs dans son compte sous peur de se faire déposséder ses biens. Donc ça, c'est des choses
très importante pour l'expérience client. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on va se rendre compte que pour adresser cela, il y a quand même des barrières. L'une des barrières importantes, qui va attaquer constamment les tentatives que nous avons d'améliorer la qualité de l'expérience de l'utilisateur. Je vais vous donner un exemple. Plusieurs fois sur nos produits, on a dû faire des mises à jour qui restreignaient les fonctionnalités disponibles, tout simplement parce que ces fonctionnalités-là pouvaient exposer à certaines vulnérabilités. Et donc, tant que nous n'avons pas une sécurisation en béton du produit, même s'il est très intéressant pour le client, on ne le mettra pas sur le marché. Si vous vous rappelez, nous avons lancé il y a quelque temps une application pour le paiement mobile qui a dû subir un certain nombre de contraintes de sécurisation tellement importantes que ça avait un impact significatif sur l'expérience client. Bien sûr, on corrige tout ça, mais clairement, la cybercriminalité est un obstacle qui pose problème. Un autre obstacle, ça peut être tout simplement la réglementation qui n'est pas toujours adaptée à ce qu'on veut proposer. Je vais vous donner un exemple très simple dont nous avons discuté en long et en large avec le régulateur. Lorsque vous faites un transfert à quelqu'un et que ce transfert est fait par erreur, l'argent est déposé dans le compte mobile money du destinataire. Bon, vous vous rendez compte quelques secondes après que vous vous êtes trompé. Comment vous annulez cette transaction-là? Vous avez un règlement, COBAC, qui donne un cadre juridique pour annuler une telle transaction. Mais si c'est 2000 francs que vous avez envoyé à quelqu'un par erreur et que pour appliquer les procédures liées à ce règlement-là, vous devez dépenser 50 000 francs, ça pose un problème, comprenez. Donc ici, il y a la réglementation qui devrait s'adapter aux nouvelles technologies. Lorsque vous avez une réglementation qui est adaptée au transfert qui se faisait en 48 heures ou en 3 jours, on peut bien comprendre que, comme on est passé au siècle de la vitesse, ça doit pouvoir être adapté. Nous y travaillons, par exemple, pour parler de l'erreur de transfert, nous travaillons avec le régulateur pour justement permettre que désormais, en cas d'erreur, de façon sécurisée, le client puisse déjà garder ses fonds en sécurité, même si c'est chez les destinataires, mais qu'en plus de ça, il y a un mécanisme qui lui permet de récupérer ces fonds-là, soit avec le consentement du destinataire, soit alors avec une autorisation d'une partie autorisée si le consentement n'arrive pas assez rapidement. Donc, voilà également des choses qui doivent, à mon avis, être travaillées pour améliorer, en fait, pour ne plus être des barrières à l'expérience client, la régulation. Très bien. Je pense que vous avez évoqué un point qui est essentiel, c'est justement l'accompagnement du régulateur. Je pense qu'on reviendra sur ce point dans quelques secondes. Je vais passer la parole à Yann sur la même question, mais je pense qu'il voulait intervenir sur l'un des retours qu'a fait Maïmouna. Il voulait rajouter quelque chose, mais Yann, justement, de votre côté, quels sont les obstacles à la mise en œuvre de la stratégie expérience client du côté d'Asset Cameroun? D'accord. En fait, ce n'était pas forcément pour répondre à Maïmouna, mais je partage sa problématique, qu'il y a des questions, mais après, il faut définir, il faut savoir nouer les bons partenariats et définir les responsabilités en cas de partenariat. C'est aussi quelque chose qui est très important. Et surtout, ne pas oublier que la nature même de nos clients en microfinance, il faut comprendre, on a des clients qui ont des besoins qui, généralement, sont parfois difficiles à exprimer de par eux-mêmes. Vous comprenez? Le client va venir vous voir, oui, j'ai besoin d'argent pour… Mais vous avez besoin d'argent pourquoi exactement? Il ne le sait pas. Parce que derrière, qu'on le veuille ou pas, ce besoin de manipuler du cash, il est toujours présent. Je vous fais une petite anecdote. Quand je travaillais encore au Burkina Faso, j'étais directeur général au Burkina Faso et on avait une agence en région où on était allé et il y avait les peuls, les bergers qui se baladaient avec leur bétail tout le temps et je me suis dit un jour il faut démarcher ces clients-là. Généralement, ils manipulent beaucoup de cash. Effectivement, après plusieurs tentatives,
l'un d'entre eux a décidé de venir faire un versement chez nous d'un montant d'environ 500 000 francs. En petite coupure, à l'intérieur, il y avait des pièces et tout et tout. Et il nous a dit, il revient dans quelques mois récupérer son argent. On a dit, il n'y a pas de problème. Et au bout de 3 mois, le même client revient en agence. Il nous dit, bon, les 500 000 francs que j'ai déposés chez vous, il est temps que vous me les restituiez. On lui a dit, pas de problème, asseyez-vous. On lui a ressorti ces 500 000 francs en billets de 10 000 francs, en liasse de 10 000. Mais ça a été tout un scandale. Ce n'est pas mon argent. Vous avez dit que vous gardez mon argent et que vous allez me restituer mon argent. Dans mon argent, il y avait des billets de 500, il y avait des pièces pour tel montant. Donc, généralement, il faut comprendre que dans la microfinance, effectivement, il faut pouvoir identifier le besoin du client que le client n'arrive pas à vous exprimer. Parce que si le client vient devant vous et qu'il vous parle et que vous ne posez pas le bon diagnostic, eh bien, vous lui offrez quelque chose qui ne correspond pas à son besoin et vous ne pourrez pas contribuer à sa satisfaction. Donc, et derrière, il y a des questions de nouer le bon partenariat et d'identifier les bonnes responsabilités. Et c'est pourquoi les questions de réglementation sont intéressantes. Quelles sont les réglementations qu'il faut mettre sur pied? Est-ce que ce sont des réglementations qui régissent seulement le fonctionnement des questions de digitalisation? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des réglementations qui régissent même le partenariat entre les institutions financières et les institutions, les OTM, et mettre en place des éléments pour pouvoir distinguer effectivement les responsabilités? Parce que lorsqu'un client, d'un exemple, nous avons travaillé avec Orange Money sur la possibilité du wallet to bank. Donc, donner la possibilité au client de pouvoir rembourser une partie de son échéance via les canaux de téléphonie mobile. Effectivement, via Orange Money, il paye son argent. Mais quand le client va et qu'il se trompe de numéro de compte, malgré que nous avons eu accès à l'USSD, qui est quasiment gratuit, le client ne se rend pas compte qu'il s'est trompé de numéro de compte. Pour lui, il a effectué le dépôt et au bout d'une heure de temps, il attend de recevoir son message. Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut prendre en compte. Maintenant, pour revenir à la question liée aux difficultés, je pense qu'il y a plusieurs difficultés et je prends toujours exemple sur nous qui sommes des microfinances. Moi-même, je suis un obstacle à cette transformation digitale qui est plus rapide parce que moi aussi, je fais très peu confiance aux services digitaux normaux. À l'intérieur, vous avez les compétences en interne parce que c'est un tout autre métier. Il faut pouvoir former les équipes. Il faut déjà les sensibiliser à ce qu'ils comprennent que aujourd'hui, on peut faire les choses autrement. Quand vous avez des caissiers dans notre institution, on a plus d'une trentaine ou une soixantaine de caissiers qui travaillent à nos guichets, qui sont censés manipuler du cash pour faire des versements. Et qu'aujourd'hui, vous leur dites, écoutez, dans notre réflexion, nous voulons pouvoir donner l'argent aux clients sans qu'ils ne viennent en agence. Elle vous pose la question de savoir, mais si le client ne passe pas au guichet, qu'est-ce que nous on devient? Donc, derrière, il y a cette compréhension et cette acceptation-là même des collaborateurs en interne qui est un gros frein. Cependant, nous avons un autre élément qui est aussi un frein, c'est le bon interlocuteur, la notion du bon partenariat. Parce que nous, aujourd'hui, nous offrons des services financiers. Ce à quoi nous sommes à la recherche pour accélérer nos offres, c'est les canaux alternatifs de distribution. Souvent, la difficulté, c'est que le partenaire OTM n'est pas souvent à l'écoute ou bien n'est pas souvent flexible pour pouvoir s'adapter aux besoins de notre clientèle. Ça, c'est aussi un problème parce qu'ils ont leur manière de fonctionner. Il y a des procédures en interne qui sont longues. Nous aussi, nous avons notre manière de fonctionner. Après, il faut pouvoir trouver le juste milieu. C'est pourquoi, derrière, je disais, il serait important que dans les réglementations qui régissent, nous puissions nous appuyer aussi sur des réglementations qui régissent les partenariats au sein de cet écosystème-là. Et après,
La grosse difficulté aussi, la dernière, excuse-moi, c'est la question aussi de la manipulation du cash. Aujourd'hui, le client se sent à l'aise, même si tu lui dis, nous t'avons décaissé 1 million de francs sur ton compte, il est plus à l'aise quand il a touché ces 1 million de francs en monnaie virtuelle. Donc, c'est une grosse problématique aussi qui peut pouvoir, indépendamment de pouvoir avoir accès à ces canaux digitaux, de pouvoir rendre disponible aussi le cash du client lorsqu'il en a besoin. Ok, très bien, merci. Je ne sais pas si Maïmouna, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Oui, tout à fait. Déjà, Yann a parlé de pas mal de choses concernant les obstacles à la mise en place d'une stratégie d'expérience client. Il y a quelques points que je voulais rajouter. C'est que avant tout obstacle, on va dire, externe, il y a la méconnaissance même du sujet de l'expérience client. Parce qu'on fait face des fois à certaines entreprises qui nous disent qu'elles veulent faire de l'expérience client, mais qui espèrent juste qu'on vienne réaménager les salles d'accueil, par exemple, ou qui sont plus axées sur la partie communication. On va communiquer sur le fait qu'on fait de l'expérience client alors qu'on n'en fait pas. On va faire des actions marketing ciblées dans un but d'acquisition client en leur disant qu'on fait de l'expérience client, alors que dans les faits, ce n'est pas ça. Donc, la connaissance même du sujet de l'expérience client, c'est quelque chose qui revient régulièrement, en tout cas que moi je vois au quotidien, et qu'il faut au fur et à mesure adresser. Donc, c'est bien qu'il y ait des webinaires comme celui-là et plein d'autres événements pour pouvoir vraiment sensibiliser tout un chacun sur cette notion-là. Ensuite, Yann en a parlé un tout petit peu, c'est la culture client au sein de l'entreprise. Outre le fait que certains salariés vont se sentir menacés parce que leur poste va peut-être disparaître ou ils ne savent pas trop comment ça va se passer dans le futur. Mais s'il y a une chose qu'on déplore tous les jours, c'est la qualité de l'accueil dans nos institutions, qu'elles soient financières ou mobile money, ou on ne sait pas accueillir les clients. Il y en a qui engueulent les clients, il y en a qui ne s'en occupent pas, qui sont sur leur téléphone, malheureusement. Ce sont des comportements qu'on n'aimerait même pas parler, dont on n'aimerait même pas parler là en 2021, mais qui sont récurrents, par exemple. Donc, la formation des agents au contact des clients est importante. Il faut surtout mettre en évidence le fait que l'expérience client concerne l'ensemble de l'entreprise, pas forcément le personnel en contact. Le comptable, le logisticien, le livreur, tout cela font partie de la chaîne de valeur du service ou du produit qu'on propose aux clients. Donc, la culture client doit être partout dans l'entreprise, pas seulement qu'à un certain niveau. Donc ça peut être un vrai frein au développement de la stratégie d'expérience client. Et ensuite, un point aussi, c'est le management. On va dire qu'on est dans des entreprises traditionnellement francophones où c'est vraiment pyramidal. Hein. Le chef a dit, donc comme le chef a dit, le sous-chef a, etc. Donc on est vraiment sur des descendants. Certaines fois, cela implique un manque d'autonomie du personnel en face du client. Il est arrivé plusieurs fois où pour résoudre le problème d'un client, il faut, on va dire, contourner le process, contourner les règles établies qui ne sont pas forcément graves. Hein. On peut enfreindre, on va dire, potentiellement ces règles-là. Mais quand on a une hiérarchie au-dessus qui est très rigide et qui est focus sur les process, le résultat financier plutôt que sur les clients, des fois, ça peut poser problème. Donc, il faut pouvoir emmener les personnes, les employés, si je peux dire, à aller au devant hein, des process qui sont mis en place pour pouvoir satisfaire les clients. Après, il y a un arbitrage à faire. Hein. Je ne vais pas les détourner de l'argent dans les caisses de l'entreprise pour pouvoir faire crédit à un client si le scoring ne le permet pas, par exemple. Mais il est bon d'être dans l'empathie et de vraiment montrer au client qu'on fait tout pour trouver une solution durable à son problème. Il y a d'autres points, hein, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense qu'il y a énormément d'informations qui en sont ressorties. Je vais peut-être, pour aller un peu plus en détail sur l'élément qui a été évoqué tout à l'heure par Alain, par rapport justement à la régulation. Et je me tourne vers vous, Alain.
comment pensez-vous que les institutions étatiques et le régulateur, Banque centrale et régulateurs nationaux pourraient accompagner les acteurs des institutions financières que vous êtes à améliorer l'expérience client? Je pense que c'est extrêmement important comme question parce que les enjeux sont très importants pour la population. Lorsque on voit aujourd'hui le volume de monnaie électronique en circulation, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et je crois qu'il est capital que cet outil qui peut véritablement servir à l'inclusion financière se fasse avec l'accompagnement du régulateur. Et je crois qu'il y a des initiatives qui sont de très bonnes aloi, qui ont déjà été lancées dans ce sens-là et qui doivent être faites de la bonne façon. Par exemple, vous avez de la Banque centrale qui est de faire une intégration dans la centrale des instruments de paiement qui permettra de pouvoir intégrer tous les acteurs de l'écosystème financier sur une centrale unique. Mais attention, cela doit se faire de la bonne façon. Parce que si c'est fait de façon à freiner le développement du produit, à ce moment-là, je crois qu'on aura en réalité un échec au bout du compte. Par contre, si c'est bien implémenté, cela peut très certainement adresser la question de la fraude et même de la sécurité des transactions. Cela peut parfaitement adresser la question de l'authenticité et de l'authentification des transactions, adresser la question de certaines opérations distantes qui sont difficiles à faire aujourd'hui parce que justement, on n'a pas suffisamment de garanties sur l'identité ou sur l'authenticité de la personne qui fait la transaction. Je pense par exemple à des choses comme la reprogrammation des SIM, au changement de PIN code qui, si on y met de la biométrie sur une plateforme centralisée, peuvent devenir très intéressante pour tous les acteurs de l'écosystème et pas seulement les opérateurs de services financiers mobiles, même les banques, ils trouveront leur compte. Donc, ça, c'est très important. D'autre part, vous avez tous ces programmes qui ont d'abord été pensés dans un premier temps pour les institutions bancaires et qui aujourd'hui commencent à s'appliquer aux microfinances et aux établissements de paiement. Je crois qu'il est important, compte tenu de la vélocité des transactions que vous avez chez les établissements de paiement et compte tenu de la masse de clientèle que l'on retrouve aujourd'hui chez ces établissements-là, de pouvoir procéder à quelques ajustements sur certains éléments de la réglementation qui pourraient être bénéfiques aux clients, tout en garantissant une certaine conformité par rapport au blanchiment d'argent, qui est toujours l'élément mis en avant pour prendre un certain nombre de mesures qui parfois ne sont pas bien pensées par rapport à la réalité de ces services-là, ou alors à la lutte contre le financement du terrorisme. Ceci étant dit d'ailleurs que aujourd'hui, les informations que nous mettons à disposition du régulateur nous semblent suffisamment riches que pour pouvoir être d'autant plus efficace sur ces deux problématiques-là, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, je crois qu'il y a un travail d'accompagnement qui doit se faire avec des objectifs bien précis, qui est de faciliter la vie du client tout en garantissant la sécurité de tout l'écosystème. Très bien, merci. Je pense que je vais peut-être donner la parole à Yann pour qu'il donne également son point de vue sur cette question de l'accompagnement des structures étatiques ou alors des régulateurs pour une meilleure expérience client. Yann, en quelques mots. Oui, je pense que toutes les parties prenantes ont des efforts à faire, hein, aussi bien l'État, aussi bien les entreprises, aussi bien que les clients pour pouvoir améliorer les choses parce que l'expérience client, oui, mais je pense que le client aussi a des efforts à faire pour pouvoir faciliter les choses. Déjà, les entreprises dans la redéfinition des process, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans certaines entreprises, surtout les entreprises financières, qui sont encore sur un même mode de fonctionnement, qui répond à des contraintes de la COBAC, par exemple, qui devrait travailler, ou bien avec les États, qui devraient travailler à alléger peut-être certains domaines au niveau de nos performances financières et se concentrer peut-être sur d'autres éléments qui sont importants. On en discutait lors de notre dernière réunion. Et puis aussi, le client aussi dans sa volonté aussi d'accepter de ne plus toujours manipuler du cash,
ou les petits commerçants aussi, pouvoir acheter du pain avec Orange Money ou faire ceci, cela. Cela aussi est important. Et je pense qu'effectivement, il y a des questions aussi de sécurisation, non seulement des clients, mais aussi des entreprises financières. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous confrontez à ce que les hackers ont attaqué votre système et que les transactions que vous êtes censé faire contrôler ont des problèmes, comment est-ce que l'État ou bien le régulateur accompagne les institutions à faire face à ça? Quels sont les standards qui sont proposés aux institutions pour pouvoir être dans tel ou dans tel domaine? Donc, je pense que dans tout l'écosystème, nous avons tous un rôle à faire et Maïmouna a très bien abordé le sujet, notamment au niveau des entreprises que nous sommes. Déjà, il faut redéfinir les process, il faut former effectivement nos équipes pour que les équipes comprennent que effectivement la question de parcours client passe aussi par le feeling que le client ressent. Et pour avoir un bon feeling, il faut avoir un certain nombre de comportements, il faut avoir un certain nombre de réponses qui soient adaptées avec des canevas que nous avons fait dernièrement. Au niveau d'ACEP, ce que nous avons fait, c'est quoi? Par exemple, en entreprise, nous avons fait tout ce qui est canevas du questionnaire du client. Nous avons imaginé, nous avons écouté, nous avons recensé toutes les plaintes des clients et avons adapté un formulaire qui permet d'avoir une réponse qui puisse satisfaire au mieux le client face à une question qu'il aurait pu avoir et que nous avons partagé à tous nos collaborateurs, ce qui nous a permis d'avoir moins de plaintes au niveau du retour entre clients. Mais je pense qu'en termes de réglementation, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il n'y a pas encore de réglementation qui régisse, par exemple, les partenariats. Pour l'instant, c'est des partenariats qui sont négociés entre institutions et tout. Donc, parfois, ça peut ne pas être équilibré, alors que derrière, on a tous le même objectif, c'est de satisfaire le client. Et aussi, surtout en termes de sécurité, il faut vraiment qu'on mette en place des services qui soient spécialisés au niveau des États, qui soient capables de traquer ou de détecter des menaces ou de régler des questions de problèmes. Parce que ce que nous rencontrons au Cameroun, c'est que quand nous nous sommes fait déjà attaquer une fois par des cybercriminels, c'est que derrière, nous n'avons quasiment pas d'accompagnement au niveau des institutions qui sont formelles pour pouvoir nous aider à régler ces difficultés. Cela nous coûte de l'argent. Nous faisons appel à des experts qui, malheureusement, parfois ne nous trouvent pas des solutions adéquates, qui font en sorte que nous trouvons parfois réticents à aborder encore des questions de digitalisation beaucoup plus approfondies. Donc, je pense que je pourrais encore citer d'autres éléments, mais je pense que les quelques-uns que j'ai sont déjà suffisants. Merci, Achille. Merci Yann. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup à dire sur cette question d'accompagnement à la fois du régulateur et des États. J'aurais bien aimé justement avoir un représentant de la Banque centrale parmi nous, mais ce sera pour un prochain webinaire. Maintenant, peut-être qu'on va, pour pouvoir répondre aux questions de nos participants, je pense que je vais laisser la parole à ma collègue Rebecca pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, nous présenter quelques questions que les participants ont bien voulu poser à nos chers panélistes. Rebecca. Merci Achille. En effet, c'est une question passionnante, question complexe et qui a suscité énormément de questions. Donc, merci à vous tous pour vos questions. Étant donné le temps qui nous est imparti, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes vos questions. Mais ne vous inquiétez pas, si on n'a pas le temps d'y répondre, nous y répondrons personnellement par email et vous les recevrez dès demain. Alors, on a eu, donc je vais commencer par la première question. Achille, je te laisserai distribuer les cartes. Je pense que c'est une question qui s'adresse à tous. Mais alors, de votre point de vue, quelles sont les causes du positionnement du Cameroun en matière d'expérience client par rapport aux autres pays africains?
Alors, je pense que Alain peut nous apporter un élément de réponse là-dessus. Bon, c'est vrai que la culture camerounaise n'est pas forcément une culture où on a eu à développer l'expérience client. Et peut-être que lorsqu'on regarde l'écosystème aujourd'hui, même lorsque l'on voit les acteurs ou les partenaires qui mesurent la compétitivité des entreprises du point de vue de l'expérience client, il n'y en a pas beaucoup de nationales. C'est souvent des structures internationales. Lorsque les mesures ne sont pas faites en interne, on doit souvent sortir du pays. Donc, je crois que il y a déjà l'offre, il y a la culture, et je pense que si on commence à développer au niveau local des initiatives pour pouvoir faire une mesure compétitive de l'expérience client sur le marché, pas seulement des télécommunications, mais sur l'ensemble des services qu'on a sur la place, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si Maïmouna veut compléter. Alors, je ne suis pas une grande connaisseuse de la culture au Cameroun à ce sujet-là. Mais je vais dire que c'est quelque chose de globalement partagé en Afrique francophone. Hein. C'est vrai que dans certains pays sont plus avancés entre guillemets sur la question que d'autres parce que ils ont très tôt pris le pli d'écouter ce qui se faisait ailleurs. Et généralement, ça a été impulsé par des filiales de groupes internationaux francophones sous nos cieux. Donc, ce qui fait que, bon, on a un certain décalage entre ce qui a été fait en Occident ou dans les pays anglophones et chez nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'y mettre. Il y a la culture de la plainte dans le salon, qu'on a beaucoup en francophonie. On se plaint, mais on ne se plaint pas suffisamment aux entreprises directement. Donc, c'est vrai que pour collecter la voix du client, des fois, ça peut être problématique sous nos cieux. On préfère critiquer quand on est entre amis, quand on est dans nos salons et tout. Mais collecter la voix du client, c'est un des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour améliorer l'expérience de nos clients. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous vos voix, parlez-nous de ce que vous avez ressenti ou ce que vous faites pendant vos parcours qui puissent nous amener encore plus à améliorer ce qu'on propose aux clients. Peut-être si je peux essayer de nuancer un petit peu, parce que moi aussi j'ai beaucoup voyagé. Je pense que au niveau du Cameroun, il faut faire attention parce que au Cameroun, on parle fort quand on se parle. On a une manière de parler fort et ça peut prêter parfois à confusion. Moi, je me souviens pour la première fois quand j'entrais dans une ambassade, mais quand je suis arrivé au Cameroun pour la première fois, dès l'aéroport, on m'a dit « Hé, monsieur, venez ici !» Alors que je sors d'un environnement comme le Burkina Faso où les voix sont plus posées, où les voix sont plus douces. « Monsieur, excusez-moi. » Donc, parfois, c'est des questions aussi de perception et de culture vraiment dans chaque pays. Donc, il ne faut pas non plus… Et, malheureusement, je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, il ne faut pas non plus dire qu'au Cameroun, tout se fait mal, parce qu'effectivement, au Cameroun, on a l'art de dire que tout se fait mal, alors que tout ne se fait pas forcément mal et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que chez soi. Je pense qu'on a tous des efforts à faire, aussi bien au niveau du Cameroun que du Sénégal, que du Bénin, même qu'en Afrique anglophone. On a tous des efforts à faire et après, il faut contextualiser pour pouvoir identifier ce qu'il faut faire et trouver des solutions. Très bien. Merci, Achille. Très bien. Merci. Rebecca, peut-être Oui, merci avant que Rebecca… Voilà. Rebecca, justement, tu peux prendre la deuxième question, s'il te plaît. Oui, la question suivante sont toutes intéressantes, mais alors, on a besoin de quelques-uns de vos conseils. L'expérience client visant à accroître la valeur que les utilisateurs accordent au service implique très souvent une augmentation de coûts. Alors, sur quel type de levier pouvons-nous nous appuyer pour améliorer la satisfaction des clients sans drainer systématiquement des dépenses conséquentes? Alors, je pense que celle-là, Maïmouna va nous donner un ensemble de réponses. Maïmouna, je te laisse la parole. Alors, déjà, je m'inscris en faux dans le fait que de faire de l'expérience client génère automatiquement énormément de coûts.
là, je ne suis pas d'accord, malheureusement, pour la personne qui a posé cette question. Ce n'est pas ce qui ressort des différents projets sur lesquels on a pu travailler jusqu'à aujourd'hui. Une réorganisation pour une meilleure compréhension des problématiques des clients, oui, il le faut. Donc, il faut commencer par ça. Ça peut être mettre en place des clients mystères, par exemple. Hein, je donne des exemples de choses qu'on peut faire pour mettre en place une stratégie d'expérience client. Dans la compréhension des parcours, on peut décider, par exemple, qu'une fois par semaine, on fasse des ateliers voix du client. Par exemple, c'est quelque chose que j'avais mis en place au sein d'une entreprise où une fois par semaine, un conseiller nous dit, bah, par exemple, qu'est-ce qu'il a retenu de sa semaine sur un échange avec un client? Quels sont les points qui sont remontés? Ce sont des petites actions, ce sont des petites choses. L'ensemble de ces petites choses-là vont aboutir à une stratégie bien ficelée. Mais se dire dès le départ, ben, je vais prévoir 10 millions, 20 millions, 30 millions de francs CFA dans une stratégie d'expérience client pour que ça marche tout de suite maintenant, c'est une erreur, hein, parce que On vous a perdu. Je pense que Maïmouna a été... peut-être investir dans la formation des salariés, mais encore une fois, ça ne nécessite pas forcément d'augmenter des budgets si ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut vraiment réévaluer les parcours, il faut réévaluer les pain points et ensuite élaborer la stratégie. Donc, non, pas forcément de l'augmentation des coûts. Mais peut-être qu'Alain, il a peut-être des choses à rajouter vu qu'il a avancé. Oui, je pense que oui, juste un petit complément sur ce que Maïmouna a dit. Oui, certaines initiatives sont coûteuses, mais la grande majorité ne le sont pas forcément. Et en fait, il faut avoir une stratégie, selon moi, par exemple, orientée CVM, qui peut être une bonne piste. Alors, quand je dis CVM, c'est Customer Value Management. Hein, donc, c'est-à-dire tirer de la valeur de la connaissance du client, avoir une connaissance 360 degrés du client pour pouvoir en tirer le maximum de valeur. Comme a dit Maïmouna, un client n'est pas seulement celui qui a une puce téléphonique, hein, c'est celui qui a également une connexion data, il a sur une autre base de données un compte sur mobile money, donc il fait plusieurs choses sur des outils différents. Être capable de connaître le client à 360 degrés et puis ensuite définir au-dessus de cette connaissance-là une vraie stratégie de valeur peut améliorer de façon significative l'expérience client si cette stratégie-là mesure la valeur aussi sur l'expérience client et non pas seulement sur le revenu. Merci. Très bien. Peut-être que sur ce point, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai souvent l'habitude de dire aux institutions avec lesquelles nous travaillons qu'une approche proactive permet d'anticiper un ensemble de dépenses pour réagir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, notre participant qui a posé la question, je prends l'exemple d'un véhicule pour faire une illustration. Lorsque vous avez votre véhicule et que vous prenez le temps de faire des vidanges, de faire des checks, vous arrivez à comprendre comment votre véhicule fonctionne. Vous arrivez à comprendre quand votre véhicule aura un problème. Mais si vous attendez que le véhicule ait un problème pour l'amener chez le mécanicien, vous vous retrouvez parfois en train de dépenser bien plus que si vous avez anticipé en mettant en place tous les mécanismes pour pouvoir garantir le fonctionnement optimal de votre véhicule. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir se dire qu'on met en place un ensemble de mécanismes pour pouvoir avoir tous les besoins et satisfaire le client sur tous les touchpoints que l'entreprise a, même au niveau des sites web, de telle enseigne qu'à la fin, on ne soit pas en train de mettre des équipes support de 200 personnes pour répondre à une problématique. Donc, voilà. Rebecca? Merci, Achille. Je vais encore prendre quelques questions. Merci. Je sais que nous avons un petit peu dépassé le temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Maïmouna a un petit peu répondu à la prochaine, mais la prochaine c'est OK, le client c'est la pièce maîtresse de la structure, mais faut-il, dans un souci d'optimisation de mesure de l'expérience client, se faire accompagner par un cabinet spécialisé? Vous avez donné des éléments de réponse. J'aurais dit oui. Je suis peut-être pas objective.
Mais oui, il faut se faire accompagner parce que le sujet est important. On ne peut pas, par exemple, lancer une stratégie de digitalisation sans se faire accompagner par un cabinet, par exemple, qui serait opérationnel, qui aurait les compétences nécessaires pour le faire. C'est important. Quand on identifie des points sur lesquels on a des défaillances, il est important de se faire accompagner par un cabinet accrédité pour ça. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas accompagné, on ne peut pas mener d'actions proactives ou correctrices ou d'observation sur le terrain. On peut soi-même se baser sur le CRM si on en a un en interne pour pouvoir avoir la voix du client et pouvoir savoir les points sur lesquels s'améliorer au fur et à mesure. On a aussi la possibilité de s'appuyer sur le personnel en front qui connaît exactement ce que le client veut parce qu'il est souvent en interaction avec lui, donc ils connaissent les choses qui remontent le plus souvent en termes de réclamation, en termes de besoins. Donc ça peut être un levier sur lequel on peut travailler dès le départ si on n'a pas les moyens pour le moment de se faire accompagner, mais dans l'idéal, il faudra se faire accompagner, tout à fait. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Une expérience, Peut-être un point par rapport justement à l'accompagnement. Je pense bien évidemment, comme Maïmouna le disait, qu'un accompagnement a souvent ceci d'essentiel. Il permet à l'institution de se concentrer sur son activité et de laisser une institution lambda apporter un ensemble de solutions qui sont vraies, qui sont réelles, qui ne sont pas truquées. Alors, Alain, tout à l'heure, nous parlait de leur NPS. Et il soulignait justement que c'est un organisme indépendant qui va mesurer ce NPS. Parce que lorsqu'on le fait en interne, si le personnel est impliqué et qui veut mesurer le NPS, à un certain moment donné, il peut dire pour couvrir, entre guillemets, mon collègue, mon épouse ou alors un ami qui serait dans ce département-là, je vais fausser la donnée pour qu'on ait l'impression que non, il fait bien son travail et le client il est satisfait. Alors que lorsqu'on se fait accompagner, le cabinet il fait son boulot, il rend son résultat parce qu'il souhaite pouvoir voir l'institution avoir justement pignon sur rue. Donc je pense que cet accompagnement reste essentiel pour pouvoir laisser l'institution se focaliser sur son activité et mettre en place quelque chose de vraiment pertinent. Merci Achille. Alors, prochaine question pour Yann et Alain. Comment adressez-vous la volatilité de la clientèle? Je ne sais pas si Yann peut commencer. Je pense que Yann je pense qu'il est coupé. Donc, Alain, je vous laisse la parole. Oui, je crois qu'on en a un petit peu parlé quand on a parlé de stratégie CVM, hein, donc gérer déjà la valeur du client d'une part, et puis il faut une vraie stratégie de fidélisation du client derrière les produits que nous offrons. Donc l'idée est bien sûr de pouvoir offrir à un client le produit qui correspond vraiment à son profil et à ses habitudes de consommation. La connaissance du client également est importante à 360 degrés parce que lorsqu'un client est capable de pouvoir gérer son portefeuille mobile money avec le même niveau de fidélité qu'il va acheter ses forfaits ou bien qu'il va utiliser des services pour sa micro-entreprise. Je crois que cette approche 360 degrés plus une vraie stratégie de fidélisation peut éliminer la volatilité de la clientèle. Merci. Je ne sais pas si Yann est de retour. Il y a une question, je vais en passer encore deux et les prochaines, nous y répondrons par email. Il y a une question qui regroupe la sécurité et la satisfaction client, pardonnez-moi. Donc, entre sécurité et satisfaction client, qu'est-ce qui est le plus important dans la conception de l'expérience client et pourquoi? Donc, je pense peut-être comment mener les deux fronts, on l'a évoqué. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de cette notion-là?
Oui, moi je vais peut-être dire quelque chose. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit moins important que l'autre, tout simplement parce que si vous avez une expérience où votre produit n'est pas sécurisé, de toute façon, vous ne serez pas satisfait. Donc, les deux vont ensemble. Nous mettons plus d'efforts quand on définit des produits à le sécuriser qu'à répondre même aux besoins des départ, parce que la sécurité n'a pas de prix, aussi bien comme la vérité d'ailleurs. OK. Rebecca? Très bien. Je prends une dernière. Je suis désolée parce que je sais qu'on pourrait y passer encore 1 heure, voire plus, mais on va clôturer par une question ouverte. Mais l'Afrique, malgré le potentiel client dont elle regorge, est-elle prête pour une digitalisation des différents services financiers? Alors, moi j'ai envie de... Alain, je laisse Alain, je donne ma langue au chat. Allez, allez. Merci. Vous connaissez la réponse. Je pense que l'Afrique est prête et la raison, elle est très simple. Il y a 5 ans, on disait non, le mobile money, ce n'est pas tellement quelque chose pour les Africains parce qu'on aime le cash, on aime toucher. Et aujourd'hui, je vous passe les taux de pénétration dans la population active. Donc, la question n'est pas tant que ça, si l'Africain est prêt pour la digitalisation, mais la question est plutôt, est-ce que les fournisseurs de services, l'environnement réglementaire et tout l'écosystème est prêt à travailler main dans la main pour qu'on aille vers une vraie digitalisation et qu'en réalité, que chacun puisse tirer sa part de bénéfices, que tous les acteurs de la chaîne travaillent en bonne intelligence, sachant que chaque acteur a quelque chose qu'il peut apporter à l'autre. Tout à l'heure, j'ai parlé des informations liées à la connaissance du client que peut-être on n'a pas dans les institutions bancaires classiques qui peuvent être pour ces institutions-là une valeur ajoutée. D'un autre côté, les banques peut-être ont des produits que les opérateurs de paiement ne peuvent pas produire aujourd'hui, notamment un crédit à un certain niveau. Donc, je crois qu'il y a une complémentarité qui est de plus en plus évidente aujourd'hui chez les différents acteurs. Et pour moi, ce n'est pas tant que ça. Est-ce que l'Afrique est prête? C'est plutôt est-ce que les acteurs de l'écosystème sont prêts à travailler en synergie? Merci. Merci. Merci beaucoup. Achille, je te laisse peut-être le mot de la fin. Merci Rebecca, merci pour cette séance de questions-réponses. Bien évidemment, l'Afrique est prête à embrasser la digitalisation. Maintenant, il faut justement que ces acteurs se mettent en synergie pour apporter une meilleure expérience aux clients. Donc, il ne me reste plus qu'à dire merci à nos différents panélistes. Maïmouna, merci beaucoup. Alain, merci beaucoup. Yann a été coupé malheureusement par un souci de connexion. C'est aussi la réalité de la digitalisation. Et merci à tous nos participants. J'espère pouvoir vous retrouver chacun de vous dans nos prochaines sessions de webinaire. L'enregistrement sera envoyé, comme l'a dit par Rebecca. Peut-être un mot de la fin, Maïmouna. Je voulais vous dire merci pour l'invitation. C'est un sujet qui me passionne. On pourrait passer des heures et des heures, voire des jours à parler de ce sujet-là. Ce que j'aimerais dire, c'est que l'expérience client, c'est l'affaire de tous, dans toute l'entreprise, dans toutes les parties prenantes, aussi bien au niveau des institutions qu'au niveau des clients et que des entreprises, parce que au final, c'est l'inclusion financière, on va dire, qui est en vue. Et ça va de pair avec l'éducation financière, ça va de pair avec les droits des consommateurs. Tout est complémentaire. Donc, on garde le contact pour pouvoir encore aller plus loin sur le sujet. Merci. Alain? Oui, je peux juste rajouter que les clients n'achètent pas un service ou un produit, ils achètent une expérience et ils restent fidèles à une expérience et pas à un produit. C'est d'ailleurs pour ça que côté MTN, nous avons renommé notre département concerné Customer Experience au lieu de Customer Service,
parce que l'expérience client doit être au centre de la valeur qu'on veut donner aux clients. Et je pense que si ceux qui nous écoutent vont dans cette direction-là, ils vont certainement voir la valeur ajoutée qu'ils peuvent tirer d'une stratégie orientée expérience client. Merci. Très bien. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci aux panélistes. Rebecca. Merci Achille, merci à tous. En effet, Maïmouna l'a dit, c'est un sujet passionnant. On pourrait y rester des heures, des jours. Vous avez été extrêmement nombreux à poser des questions. Je pense qu'on a quasiment une question par personne. Merci infiniment pour votre intérêt. Je rappelle que toutes les questions seront, nous répondrons à toutes les questions, pardonnez-moi, par email d'ici demain. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye, étant donné que nous sommes la majorité d'entre nous chez nous, d'être présents en ligne, d'organiser des webinaires. N'hésitez pas aussi à nous soumettre des idées de webinaires qui vous intéresseraient et à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de voir nos prochains rendez-vous. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.